Rebonjour à tous. Donc nous poursuivons notre campus PMO avec le prochain atelier qui parle d'un secteur qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, à savoir le secteur de la défense et donc les PME de la défense française et leur rôle dans le Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec François Matins, qui travaille au GICAT. Donc pour ceux peut-être qui ne le savent pas, le GICAT, c'est le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Donc c'est une association professionnelle créée en 1978. Et donc je suis en compagnie de François qui occupe les fonctions de directeur de l'innovation et des affaires publiques au sein du GICAT. Et donc aujourd'hui, pour parler du secteur de la défense au sein des PME, pour parler du secteur de la défense au sein de la région du Moyen-Orient, j'aurais une première question pour toi, François, pour poser le cadre déjà. Que représente l'industrie de la défense au Moyen-Orient? Quels sont les défis? Quelles sont les opportunités? Oui, tout à fait. Donc c'est très sympa d'écouter quelqu'un qui est triplement infréquentable, parce que je suis lobbyiste, donc pas bien, dans un syndicat, pas bien, de vendeur d'armes. Donc autant vous dire 3 bonnes raisons de ne pas m'inviter au mariage, au bar mitzvah, parce qu'en général ça met de l'ambiance. Mais il n'empêche qu'on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et le secteur dans lequel on travaille a des vrais enjeux stratégiques, politiques et économiques. Où là, je vous ai remis quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes, de par la vague. Si vous voulez, en gros, depuis une grosse vingtaine d'années, le secteur de la défense et de l'exportation de défense est en explosion, dû évidemment à l'augmentation des tensions qu'il peut y avoir à travers le monde. Et quand on parle aujourd'hui de course à l'armement, ça existe vraiment en termes de business. C'est-à-dire que toutes les zones du monde pratiquement se réarment, et en particulier le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Et évidemment, le Moyen-Orient qui est très lié de part aux zones dans lesquelles il y a des tensions, et malheureusement, elles sont nombreuses dans cette zone géographique. Et également de par les budgets qui sont consacrés à ces moyens-là, notamment plutôt les pays du Golfe et les pays de la péninsule arabique. Donc sur les opportunités en termes de business, c'est clairement un secteur où aujourd'hui les pays de ces zones cherchent à investir, à la fois pour acquérir sur étagère, comme on appelle dans le secteur, donc acheter du savoir-faire technologique et du matériel, mais également pour monter en compétences. Et c'est une vraie volonté, notamment plutôt les pays du Golfe, notamment les Émirats, mais pas que, qui aujourd'hui cherchent vraiment une logique de transfert de savoir-faire pour faire monter en puissance une base industrielle liée à la défense. Et donc, au-delà de uniquement acheter du matériel, ils veulent être capables de eux-mêmes entretenir leur matériel, eux-mêmes construire des usines et surtout avoir des savoir-faire qui leur permettraient d'avoir des ingénieurs formés en local pour se développer et avoir un rôle politique qui ne dépend pas d'autres acteurs stratégiques qu'il peut y avoir, qui sont la France, mais pas que. Et donc pour répondre à la deuxième partie de ta question, Anna, c'est que vous voyez que la zone du Moyen-Orient ici, dans le diagramme que vous avez à gauche, énormément, donc ça à gauche c'est le top 10 des plus gros importateurs d'armement au monde. Et vous voyez qu'ici, vous avez quand même pas mal de pays. Alors, on va dire qu'avec une vision assez extensive du Moyen-Orient, vous avez le Pakistan, les Émirats arabes unis, le Qatar, et l'Égypte et l'Arabie saoudite. Donc tout ça, à eux seuls, ça représente pratiquement un tiers des importations d'armement dans le monde. Vous voyez qu'en termes de part de marché, le secteur de la défense est assez centré autour de cette zone. Et comme je vous disais juste avant, elle est centrée en zone parce qu'il y a malheureusement beaucoup de zones de conflit qui apportent du coup d'autres contraintes, évidemment, où on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'exporte pas des fleurs, on n'exporte pas du matériel B2C. On est dans une logique d'avoir un vrai contrôle sur ce qu'on fait, qui amène certains enjeux, mais qui offre une responsabilité. Et là aussi, ces pays-là, alors c'est pas moi de discuter des raisons, mais une des raisons, c'est aussi en termes de respectabilité des images qu'elles veulent avoir. S'intéresser à ce secteur-là, c'est aussi montrer qu'elles ont une responsabilité politique et juridique. Et donc, ce ticket d'entrée d'être sur le marché de la défense leur permet potentiellement d'attaquer et d'avoir d'autres secteurs qui peuvent les impacter dans une logique de dualité. Ce qu'on appelle notre secteur, c'est tout ce que vous investissez dans la défense peut avoir un impact dans le secteur civil en termes de R&D, mais pas que. Merci beaucoup. Et du coup, pour en venir un petit peu aux PME françaises, quelle est la place pour les PME françaises? Et surtout, qu'est-ce que tu peux dire sur la concurrence qui est dans le secteur sur place? Alors, la France, pour la 2e année consécutive, est le 3e exportateur d'armement au monde, derrière les États-Unis et la Chine.
les États-Unis et la Russie, pardon, excusez-moi. Et donc vous avez ici le positionnement, donc les Américains qui sont, en gros les Américains, eux seuls, c'est 37% des exportations d'armement dans le monde. Derrière vous avez les Russes 20% et la France est aux alentours de 8%. Et ce qu'il faut comprendre aussi, et ça c'est très important, et on l'a vu, je pense qu'ici personne n'a ignoré ce qui s'est passé avec les sous-marins en Australie. Vous avez vu que ce n'est pas un sujet industriel d'abord, c'est avant tout un sujet éminemment politique et stratégique. Et donc c'est là où la France a un vrai rôle dans la zone, c'est qu'elle a noué des partenariats stratégiques avec les Émirats, avec le Qatar, où l'exportation d'armement et la place des PME n'est juste une incidente du partenariat stratégique qu'il peut y avoir derrière. Donc quand aujourd'hui vous nouez un partenariat stratégique avec ces pays-là, vous avez un accès privilégié à ces marchés parce qu'il y a déjà un accord politique au plus haut niveau entre l'État français et les industriels concernés. Et donc vous voyez que c'est un marché qui est assez concurrentiel dans la zone, parce que là vous avez à gauche donc, tous les plus gros exportateurs et à droite les 3 premiers clients. Et donc vous voyez qu'il y a quand même des gros concurrents dans le top 10 et notamment des pays européens. Là aussi quand on parle d'Europe de la défense, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de nos camarades européens qui viennent directement en concurrence avec nous sur ces marchés-là. On l'a vu avec d'autres, c'est à vous les Italiens, les Allemands et autres. Et évidemment les Américains qui, eux, viennent nous chercher parce que ils ont, de par leur rôle, le sentiment qu'ils sont encore un peu les gendarmes du Moyen-Orient. Ils viennent évidemment avec leurs militaires, mais avec leurs industriels. Et ça, c'est là où, encore une fois, on l'a vu malheureusement avec l'Australie, c'est qu'ils n'ont aucun scrupule à casser un peu les règles qu'il peut y avoir de gentleman agreement ou même de règles tout assez simples et juridiques pour venir casser des marchés pour des raisons politiques et stratégiques. Et donc la France, dans cette zone, son premier client, en tout cas les 3 premiers clients qu'elle peut avoir, c'est d'abord l'Égypte, son plus gros client dans la zone, et également l'Arabie Saoudite, qui sont aujourd'hui les 2 plus gros de cette zone, avec également le partenariat stratégique qu'on a avec les Émirats et le Qatar, qui sont certes en dessous, mais qui sont des vrais enjeux stratégiques dans la zone. Donc aujourd'hui, nos PME et nos investisseurs qui veulent aller dans le secteur de la défense se concentrent principalement sur les pays du Golfe, la péninsule arabique et l'Égypte, qui depuis 3-4 ans, est un partenaire stratégique de la France dans la zone. Très bien, merci. Et une question qui forcément nous parle, nous, en tant que BPI France. Quelles sont donc les problématiques de financement dans la défense ? Alors aujourd'hui, on a un vrai sujet sur les pratiques de financement. Pour des raisons, on va dire, pseudo-compliance, mais qui sont surtout une peur du risque à l'image. Si je suis sympa, je vais dire presque toutes. Dans les faits, je vais dire toutes. Toutes les banques françaises refusent d'accompagner nos industriels de la défense pour financer de la R&D ou exporter au Moyen-Orient, j'ai envie de dire plus global, en Afrique au Moyen-Orient. J'aurais dû me mettre au niveau de la barrière, comme ça j'aurais pu parler aux deux. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une position totalement schizophrénique où on essaie énormément de soutenir l'industrie de défense sur plein d'aspects stratégiques, mais de l'autre côté, nos banques françaises refusent, si vous dites le mot défense dans votre pitch pour avoir un investissement, elles disent je vous écoute même plus. Et avec une situation où aujourd'hui, l'État français qui soutient, et là je vais parler justement d'un pays qui n'est pas dans la zone pour qu'il n'y ait pas de... Mais aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel par exemple, l'État français signe un accord avec un pays tout à fait respectable, peut-être le Mali, le Cameroun, le Sénégal, et sollicite les industriels français en disant voici les besoins du pays, c'est ça. Donc il y a du BizDev qui se fait avec des investissements quand même non négligeables pour négocier tout ça. Et au moment du financement, 0 banque française accepte de suivre, et même avec le soutien de BPI, c'est-à-dire BPI qui à 50% accepte de suivre le financement et qui garantit, BPI nous dit en fait, désolé, mais même les banques ne veulent pas nous suivre. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des industriels français qui exportent du matériel stratégique dans certains pays, est obligé de passer par la Arabian Bank, par la Qatar National Bank ou par des banques turques pour financer des opérations d'exportation d'armement dans des pays partenaires de la France. Et vous voyez, on marche un peu sur la tête. Et ces pays-là, ils sont très intéressés pour financer nos opérations, à la fois parce que financièrement, c'est assez rentable, et puis derrière, aussi en termes d'information, ça peut être tout à fait intéressant d'avoir ça. Donc, on vit un peu dans une schizophrénie dans le secteur actuel, où aujourd'hui, il y a des vraies opportunités, il y a un vrai savoir-faire,
il y a une vraie logique de pouvoir accompagner nos PME, parce que là, c'est la slide juste avant. Vous voyez que quand vous exportez, j'ai pris un peu la caricature qui est un Rafale, le Rafale, ça impacte 500 PME sur le territoire national. C'est-à-dire que quand vous voyez uniquement Dassault Aviation qui exporte, dans les faits, toute la chaîne de sous-traitance, c'est plus de 500 boîtes sur toute cette zone que vous avez ici. Donc l'exportation, elle ne concerne pas uniquement une grosse boîte, elle a tout un tissu de PME derrière et de sous-traitants N-1, N-2 qui est impacté, qui dépend de l'export. Aujourd'hui, retenez un chiffre que l'exportation d'armement en France, c'est 50 000 emplois directs. Donc demain, pour un choix politique qui peut tout à fait s'entendre, demain le président de la République, peu importe il ou elle est, dit l'exportation d'armement c'est pas bien, il faut arrêter. Ok, sachez que du jour au lendemain, vous mettez 50 000 personnes à la rue. On fait quoi maintenant? Et donc ça, c'est lié évidemment avec, pas avec Frédéric Szabó, hein, c'est lié sur des enjeux qui sont très importants pour une logique de créer un partenariat de confiance avec nos pays sur place. Le premier, c'est le transfert des compétences qu'il peut y avoir sur ces pays-là, où aujourd'hui, on n'est plus dans une logique, tiens, on va te vendre le matos, puis si t'es pas content, tu reviens nous voir et on te tabasse au niveau de la maintenance. Voilà, on te fait monter en compétences pour que demain, et ça, alors pareil, c'est pas forcément sur la zone, mais l'exemple typique, c'est l'Inde, qui aujourd'hui dans une logique s'appelle Make in India, qui tout ce que vous achetez, enfin tout ce qu'elle vous achète, pardon, elle veut l'équivalent en termes d'investissement dans son pays. Donc en gros, partez du principe qu'en Inde, vous signez un contrat avec eux de 1 milliard, ils veulent 1 milliard de compensation, ce qu'on appelle les offsets. Donc ça peut être des offsets directs en disant je veux que mes usines elles soient dans mon pays et pas à Mérignac, ou c'est je veux que tu me construises des hôpitaux, des centrales nucléaires, des savoir-faire et autres. Et ça, de plus en plus de pays demandent des politiques d'offset pour monter en compétences, et parce que la France a une vraie compétence sur plein de choses. Et dans la zone Moyen-Orient, là aussi, je vais sans révéler de secret, hein, mais quand on a signé l'accord de partenariat stratégique avec les Émirats il y a quelques années, on a créé une base. Bizarrement, il y a le Louvre à Abu Dhabi qui a été parti dans les tuyaux. Bizarrement, la Sorbonne a ouvert un campus à Abu Dhabi. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que dans la logique d'offset, il y avait une stratégie des Émiratis qui disent moi je veux avoir une stratégie de diplomatie culturelle et je veux être dans la zone, le pays qui est reconnu comme quelqu'un qui a une intelligentsia et un savoir-faire en termes de culture. Et qui de mieux que les Français pour me faire monter en compétence sur le savoir-faire culturel. Donc du coup, on va prendre ce qui se fait de mieux en musée dans le monde, ça s'appelle le Louvre. On va prendre ce qu'il y a de mieux en termes d'université, ça s'appelle la Sorbonne. Et donc ils ont ouvert des campus sur place. Et également le savoir-faire, où en gros, partait du principe, enfin c'est pas le principe, hein, c'est statistique, c'est qu'aujourd'hui 1 euro investi dans la défense rapporte 1,3 € à l'économie. Et ça, l'export, évidemment, est un gros levier pour permettre de le faire. Bien. Merci beaucoup François, merci. Il nous reste donc 15 minutes pour une session de questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions donc? Même des questions qui fâchent, allez-y. Hein. On a une première question. Ah, une question qui fâche, très bien. Merci. On parle du fait que les relations bilatérales France-Arabie Saoudite, France-Émirats peuvent subir les aléas des relations qu'entretiennent les présidents français avec les leaders de cette région. Est-ce que c'est toujours vrai? Comment ça se passe actuellement? Peut-être Arabie Saoudite, Émirats et Qatar. Et on parle aussi du fait qu'en fait, on ne gagne pas tant de contrats que ça, qu'on se fait damer le pion par des Italiens, des Espagnols, etc. Dans ce domaine stratégique dans lequel on a beaucoup de savoir-faire, la défense. Je voulais avoir votre point de vue un peu global sur tout ça. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai un peu abordé le sujet, mais aujourd'hui, tout contrat d'armement, quand je parle, on va dire que c'est un seuil, dans le secteur, on prend un seuil qui dépasse les 200 millions d'euros. En gros, tout contrat qui dépasse les 200 millions d'euros est un contrat qui se négocie à l'Elysée, pour faire simple. Donc c'est éminemment politique et stratégique. Donc forcément, en fonction des relations diplomatiques et politiques qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, les relations dans notre secteur sont très impactées. Ce qui est à la fois très rassurant sur certains aspects, parce que quand la relation est idyllique, c'est génial. En gros, ça déroule. Et si je caricature un peu, les commerciaux de ces boîtes-là, ils n'ont même pas besoin de bosser, puisque c'est le ministre des Armées qui fait lui-même le VRP. Et inversement, quand pour une raison qui n'a rien à voir avec le secteur de la défense, il y a une relation diplomatique, typiquement Khashoggi avec le journaliste qui s'est fait découper par les Saoudiens, et là, du jour au lendemain, c'était compliqué de bosser avec les Saoudiens, et le politique nous a dit, maintenant, vous ne parlez plus avec eux.
Combien de temps? Il fait on verra. Et là, quand vous devez avoir une continuité sur ces pays-là, c'est très difficile de se positionner parce que c'est une zone qui est quand même assez instable sur pas mal d'aspects, alors qui est très stable politiquement. C'est l'avantage quand même d'avoir des pays moyennement démocratiques, c'est que ça permet d'avoir une visibilité sur le moyen long terme. En revanche, derrière, ça peut poser des problèmes sur des aléas qu'il peut y avoir. Et sur votre deuxième partie de question que j'ai oubliée. Ouais. Oui, la concurrence qu'il peut y avoir. Oui, alors ces pays-là, ils sont loin d'être bêtes, même s'ils le font très bien. Enfin, des fois, on se demande, mais ils sont très malins, c'est-à-dire qu'ils arrivent à diversifier leurs partenariats stratégiques. Et vous avez le Qatar, c'est le pays qui achète au plus de pays au monde. C'est-à-dire qu'il a acheté des Rafales, il a acheté des MiG aux Russes, il a acheté des F-35 aux Américains. C'est-à-dire que c'est là où c'est fascinant. Ça n'a aucune cohérence opérationnelle. C'est-à-dire que c'est un non-sens en termes de défense d'acheter autant de matériel différent. Mais ils s'en foutent. Ce qu'ils achètent, c'est du partenariat stratégique, c'est de la relation diplomatique. Et donc en disant, je vais t'acheter aux Américains tant de centaines d'avions, peut-être pas de centaines, mais tant de dizaines d'avions, en fait, je montre que je me maque avec les Américains sur cet aspect-là. Quand j'achète tant de bateaux aux Italiens, c'est que je te montre que je veux me rapprocher des Italiens. Et donc c'est là où aujourd'hui, ces pays-là, comme tous, ils ne veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et du coup, ils font des alliances avec certains pays qui, parfois, on le prend un peu comme une trahison. On dit, mais attends, tu viens de m'acheter ça, pourquoi 2 ans après, tu fais ça? Voilà, comme nous, ils essaient de modérer. Et là où ça devient un peu compliqué, c'est que nos concurrents en général qu'on ne voit pas arriver, c'est souvent les Européens dans ces zones-là. Et quand on parle d'Europe de la défense, d'amitié européenne, de couple franco-allemand, dans notre secteur, je peux vous dire que ceux qui nous mettent le plus la misère, c'est les Allemands. Et c'est là où ils sont très malins parce qu'ils ont un discours qui est, je pense, qui n'est pas faux intellectuellement, qui est très responsabilisant, qui est de dire voilà, nous on fait pas ça. Je vous prends un exemple. Sur l'Arabie Saoudite, quand nous on a décidé de maintenir notre relation diplomatique et de continuer à travailler avec des sujets sensibles et avec des vrais problèmes qui se posent en termes d'éthique, d'exportation, qui sont tout à fait audibles et importants, les Allemands, au jour lendemain, ont dit non, nous on arrête, c'est pas bien, suite à l'affaire Khashoggi. Ils ont dit ouais, et puis vous les Français évidemment, vous les Français, ouais, vous avez aucune éthique, c'est bien ce que vous faites. Sauf que les Allemands, là où ils sont malins, si on a une certaine vision, ou totalement focus si on a une autre vision, c'est que ils ont ouvert une usine en Afrique du Sud, et c'est l'usine d'Afrique du Sud qui a exporté en Arabie Saoudite. Et ils ont dit vous voyez, c'est pas les Allemands, c'est l'usine sud-africaine qui exporte en Arabie Saoudite, c'est pas nous. Bah ouais, ok. Donc ouais, aujourd'hui, on a un secteur qui est éminemment politique, assez contraint sur plein d'aspects, à juste titre. On est le secteur le plus régulé de tout ce qui existe. C'est-à-dire que c'est simple, quand on veut exporter de l'armement, la loi, et encore une fois, c'est la loi, donc on la respecte, il est interdit d'exporter de l'armement. La loi française, elle dit l'exportation d'armement est interdite. Toute exportation d'armement est soumise à dérogation signée par le Premier ministre et par le Président de la République. Donc, c'est qu'une règle dérogatoire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire plus contraint que exporter de l'armement. Donc c'est pour ça que la France, on est quand même un des seuls pays qui, dans tous les traités internationaux, les conventions, 1, on les signe, 2, on les ratifie, et 3, on les respecte. On est un des rares pays à le faire. Et aujourd'hui, la France est encore un pays qui, encore une fois, il n'y a pas de valeur morale bien ou pas bien, qui préfère, et moi je pense bien, qui préfère perdre des contrats pour respecter les conventions qu'elle a signées, plutôt que de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des engagements qu'elle avait pu prendre 10, 15, 20, 30 ans avant. Ce que, sans citer, beaucoup d'autres pays européens ne font pas. Pourtant, ils ont des très beaux discours. Merci. Bonjour, comment vous voyez le risque de rétro-ingénierie typiquement, est-ce que l'Inde peut acheter un Rafale, le démonter et en refaire d'autres? Alors ça, c'est un vrai sujet qui se pose, ce que je vous appelais tout à l'heure les offsets, le transfert de technologie. C'est toujours la crainte du syndrome de Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est comment on ne va pas créer un monstre qui lui-même va nous dépasser. Et ça, c'est notamment le contrôle des exportations. C'est un des calculs qui est fait au-delà des enjeux qu'il peut y avoir. C'est de se dire, est-ce que si on exporte dans tel pays, au pire, on va doter potentiellement un pays qui va changer une alliance dans 10, 15, 20, 30 ans, et en gros ce qu'on leur a vendu va nous tomber sur la gueule dans pas longtemps. Donc là il y a une vraie question qui se pose, et après il y a un vrai risque technologique. Et en gros, si vous voulez, l'idée c'est que quand on exporte du matériel de défense,
on essaie toujours de vendre le matériel qui est bien à l'instant T, qui répond aux besoins, mais nous, en national, on essaie toujours de se donner une longueur d'avance pour qu'on ait toujours en gros le matériel upgradé. Donc soit il y a une logique, et ça évidemment on le fait pas dans le dos, hein. Soit on leur dit bon, on vend du matos mais qui est downgradé, et voilà, c'est les conditions, on fait comme ça, mais après on vous aide à monter en compétences, et on leur dit vous aurez une version upgradée dans 10, 15, 20 ans, sachant que nous on aura la version upgradée dans 5, 10 ans. Donc on se donne toujours une marge de manœuvre pour essayer. Après c'est pas une science exacte, hein, parce que vous faites en fonction des aléas, des budgets que vous avez en France, en fonction de d'autres partenariats. Et l'Inde, je vous dis, c'est un des pays qui a l'un des plus gros budgets de la défense en termes d'augmentation et part de PIB, qui aujourd'hui est en train de vraiment créer ce qu'on appelle une base industrielle de défense, et qui franchement, et je vais vous répondre à votre question, il s'est passé à ça il y a 15-20 ans avec les Turcs, où en gros on se foutait d'eux, hein, en disant vas-y les Turcs, achètent ça et on verra. Aujourd'hui les Turcs, c'est un des compétiteurs les plus agressifs au sens commercial du terme, enfin même d'ailleurs au sens strict du terme parfois, mais au sens commercial du terme sur les marchés de défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des Turcs qui produisent du matériel, et du matériel de haute qualité, c'est-à-dire je ne parle pas des quelques jeeps, c'est-à-dire du drone, des services de communication, des outils de communication très très pointus, franchement qui n'ont rien à envier à ce que les Français font, sauf qu'ils sont 3-4 fois moins chers. Et donc là aujourd'hui, et puis là aussi les Turcs, pour l'anecdote, c'est assez marrant, ils ont une stratégie commerciale de musulmane. Alors j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'ils vont, en gros ils disent bah, vas-y on se refait du business entre musulmans, on se comprend mieux, et donc dans les pays du Moyen-Orient, ils arrivent avec des vrais arguments technologiques, business, mais aussi culturels, et parfois ça marche. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question ? Sinon je chante, hein, donc il reste 8 minutes, donc ça peut être très long. Donc, posez une question. Non mais écoute François, je pense que tu as abordé tous les thèmes, et on te remercie vraiment pour Merci pour tes l'invitation. réponses, et merci beaucoup en tout cas. Merci.